Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être connectés pour ce dernier atelier du jour, dernier atelier aussi de notre pôle Art et Média. Donc voilà, la semaine se termine tout doucement. Alors cet atelier est dédié au métier de la mode et des costumes de spectacle. Alors, comme vous avez pu le lire sur la slide précédente, on vous demande simplement de garder le micro coupé car nous sommes à un peu plus de 25 à l'heure actuelle. Et voilà, donc c'est pour le déroulement de la séance, pour que l'on puisse bien vous présenter tout ce qu'on a à vous présenter. Mais cela dit, si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez surtout pas à en faire part dans la conversation, l'onglet discussion qui est disponible juste en dessous. Nous les relayerons à nos formateurs et responsables de pôle ou de stage pour pouvoir y répondre. Alors, comment va se dérouler l'atelier du jour? Nous allons dans un premier temps présenter les différents métiers du soir, j'ai envie de dire. Une fois que les métiers auront été présentés par nos formateurs, formatrices aujourd'hui en l'occurrence, nous présenterons ensuite la formation, donc comment elle se déroule au sein de l'EFP. Et alors, nous présenterons aussi les stages. Et comme vous le savez, à l'EFP, nous pratiquons l'alternance, ce qui demande de pratiquer en stage aussi. On terminera par une séance de questions-réponses. Donc, comme je le disais, hein, si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à les mettre dans l'onglet discussion. On les relaiera à la fin pour pouvoir y répondre. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas seul, bien entendu. Nous avons toutes nos formatrices aujourd'hui, puisque exclusivement beaucoup de femmes, pour nous parler donc des métiers de costume et de spectacle. Donc, nous sommes en présence de Christelle Baudard et Edith Baudard, toutes Bogart, pardon. Bon, ben voilà, désolé, on a fait une petite faute de frappe. Toutes deux présentes pour nous parler du métier de styliste. Nous sommes aussi en compagnie de Isabelle Hérault et Patty Egerix qui nous parleront, elles, du métier de costume de spectacle. Du côté de l'EFP, Martine Quequin est avec nous, responsable du pôle Arts et Médias, et Najima Alabdaoui, qui est déléguée à la tutelle, pour vous parler, comme je le disais, des stages et des formations. Nous sommes aussi en présence de Gaylor qui tout au long de la soirée, vous répondra dans le chat et nous fera part des questions que vous posez. Alors, voilà, je vous propose de commencer directement par le premier métier, le métier de styliste concepteur de mode. Donc, comme je le disais, nous sommes en présence d'Edith Bogart. Donc, bonjour Edith. Voilà, est-ce que tu pourrais nous expliquer peut-être une journée type de ce métier, s'il y a une journée type, bien entendu, et pourquoi pas quelques avantages et inconvénients? Oui, ben alors bonjour à tout le monde. Disons que dans ce métier de styliste, concepteur de mode, je vais plutôt parler du côté technique du métier, puisque ma spécialité, c'est le patronage, la coupe. Et donc, avec moi, les étudiants vont travailler sur tout ce qui est la conception du modèle. Donc, la création a déjà eu lieu avec, dans les cours de stylisme que j'imagine Christelle Baudard vous détaillera. Et donc, avec moi, ils réalisent en 3D. Et donc, la journée type d'une modéliste, si elle est indépendante ou qu'elle travaille dans un atelier, c'est en général, c'est se baser sur des dessins et des créations qui ont été conçues par quelqu'un d'autre, mais donc travailler sur le 3D, la 3D de ce modèle. Et donc, du matin au soir, eh bien, on travaille avec un buste et avec du papier. Et donc, on arrive à trouver les bonnes proportions et étudier le modèle tel qu'il a été conçu. Donc, voilà, je pense que c'est à peu Merci, près merci ça. Edith. Oui. Est-ce que du coup, il y aurait peut-être quelques contraintes dans ce métier enfin, Alors, les contraintes, c'est certainement la rigueur. C'est-à-dire que, ben voilà, il faut être très précis dans son travail puisqu'on est vraiment au début de la chaîne de la production. Donc, on n'a pas droit à l'erreur puisque cette erreur pourrait se reproduire voilà, des centaines de fois si on se trompe. Les contraintes de timing parce qu'on travaille toujours à très court terme. La mode, c'est quelque chose de très rapide et de plus en plus rapide, je dois dire. Et donc, voilà, il ne faut pas s'asseoir sur le travail, il faut y aller, il faut travailler, être très flexible, être capable
d'étudier un patronage, d'étudier une production par rapport à différentes matières et connaître ses contraintes, etc. Donc, effectivement, il y a plein de maîtrises Merci possibles. Edith. Donc, comme je le disais, Edith n'est pas seule pour nous parler du métier de styliste concepteur de mode, puisque Christelle Baudard est là aussi avec nous. Bonjour Christelle. Bonjour. Alors Christelle, ben, quelle est toi ta vision ou ce que tu aimerais dire à nos internautes qui aujourd'hui nous suivent pour justement découvrir ce métier? Oui, donc moi, mon métier au jour le jour, donc je travaille dans un petit atelier où je travaille en collaboration avec des modélistes et des couturières. Et donc, moi, je suis plutôt du côté de la création. Donc, comment ça se passe? C'est un travail qui s'étale sur plus ou moins, sur plusieurs mois. Donc, moi, dans l'atelier où je travaille, on fait 2 collections par an, ou 2 saisons, une collection pour l'été, une collection pour l'hiver. Et donc, les collections doivent être plus ou moins créées en 3-4 mois. Oui, ça dépend si c'est l'hiver ou l'été. Et donc, au début du travail, on fait déjà du sourcing. Donc, on cherche un peu, on va voir les fabricants de tissus, on va voir ce qu'ils ont à proposer. On commence à réfléchir aussi au look, au modèle qu'on a envie de faire. Et donc, en collaboration avec les fabricants de tissus, on choisit déjà des tissus, on fait étadre certains tissus, on fait faire certains imprimés. Et puis après, on arrive au travail. Une fois qu'on sait ce qu'on va avoir comme tissu dans la collection, on commence à dessiner et à travailler en collaboration avec le modéliste alors avec qui on va mettre les patronages au point, et faire des essayages, faire les corrections jusqu'à ce que le modèle soit au point. Et comme Edith soulignait, il faut vraiment être hyper rigoureux parce que c'est évident que un modèle avec un défaut, simplement, il ne se vendra pas, quoi. Donc, c'est vraiment hyper important, surtout qu'il s'agit en général de grandes quantités. Donc voilà, une fois que tous les essayages sont faits, que les modèles sont prêts, bon, je résume un peu parce qu'évidemment c'est un travail de longue haleine, mais donc voilà, une fois que tout est prêt, ça part en showroom. Les clients viennent choisir les modèles qu'ils veulent pour leur boutique ou nous on fait un choix pour nos propres boutiques. Et puis ça part en produit. Une fois qu'on sait ce qu'on doit produire, on prépare la production et là, je passe le travail à une de mes collègues qui fait plutôt un suivi de production et qui travaille aussi, elle aussi, en collaboration avec les modélistes pour remettre, pour faire aussi les corrections de patron et le travail Eh de bien, production. Donc, une fois que le modèle a été au point, il faut aussi, il y a tout le travail de gradation où il faut le préparer pour toutes les tailles et vérifier que toutes les tailles fonctionnent bien, etc. Voilà. Et donc, pour le travail qu'on fait à l'EFP, moi, je m'occupe des 2e années et je les coach vraiment pour leur travail de création. Donc, je suis là pour les aider à, à trouver à trouver des idées, à savoir comment les mettre en œuvre, à leur apprendre à être débrouillards et à chercher des solutions et arriver à mettre en œuvre ce qu'elles ont en tête, quoi. Et vraiment, voilà, je suis derrière elles pour que, ouais, pour les aider à donner vie à leurs idées, quoi, voilà. oui, Et très bien, ouais, moi, merci. oui. Vas-y, je t'en prie. Oui, je voulais continuer en disant que moi, donc, comme c'est sur 3 ans, moi, j'ai les 2e années. En première année, je vais pas parler à sa place, mais je sais que le prof de première année, il apprend vraiment aux étudiants à développer leur créativité, à chercher à bien se connaître et à trouver leur mode de fonctionnement, pour trouver des idées justement et pour développer la créativité parce que c'est un gros travail à faire aussi. Il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent aussi et qui n'ont pas forcément de bagage artistique. Et donc, Oui. voilà, ça, c'est vraiment un peu pour une naissance, je vais dire. Et puis, voilà, moi, je les prends en 2e année et j'essaye de les amener en 3e année où ils devront faire une collection, donc un peu leur donner des clés pour arriver à faire alors des modèles qui fonctionnent bien ensemble, etc.
Très bien. Pour ce qui est des débouchés, qu'est-ce qu'on pourrait dire quand on sort de cette formation de l'EFP? Quelles sont les Moi, ce possibilités? que je trouve très intéressant à l'EFP, c'est que les étudiants sont quand même formés aussi à la gestion, etc. Donc, ils peuvent très bien commencer aussi à voler de leurs propres ailes et faire peut-être en commençant petit quelques modèles. Il y a moyen de se débrouiller aussi pour créer sa propre marque. Et ça, je pense que c'est intéressant. Il y a aussi des places en entreprise, mais euh, voilà, les entreprises Très pour bien. le moment en Belgique sont... Oui, enfin, il y a plusieurs possibilités, mais je pense que c'est vraiment une force de l'EFP de pouvoir aussi avoir ce bagage-là. Super. Merci Christelle et Edith. Donc voilà, vous l'aurez bien compris, si vous avez des questions à poser à Christelle et Edith, n'hésitez surtout pas à les mettre dans l'onglet de discussion. On y reviendra par la suite si vous avez besoin de plus de précisions sur ce métier. Alors, le second métier de la soirée, c'est le métier de régisseur technicien de costumes et de spectacle. Donc, nous sommes en présence de Patty et de Isabelle pour nous parler de ce métier. Donc, je ne sais pas laquelle des deux vous voudrez commencer la présentation. Peut-être ouvrir son micro. Du coup, Alors, Patty, hops. Bonjour Patty. Ah, c'est bon. Voilà. C'est par chez vous, le micro. D'accord. Voilà, donc bonjour à vous deux. Merci d'être là. Plus rien. Je vous entends Allô? plus. Voilà. Oui. Allô? Bonjour Patty. C'est bon. Bonjour. Bonjour Patty, Isabelle, merci d'être là. Donc, comme je disais, voilà, vous êtes là pour nous parler du métier de régisseur, technicien de costume de spectacle. Eh bien, tout simplement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce métier? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui nous écoutent, qui hésitent peut-être à venir se former à l'EFP à propos de ce métier? Vous commencez. Tu commences ou... Non, Vas-y. c'est un métier de passion, surtout en ce moment. Je comprends pas de quoi tu parles, c'est un métier en plein essor en ce moment. Exactement. Voilà, donc quand la culture réouvrira, non. En fait, il y a énormément de spectacles, même maintenant, qui sont en préparation et pour lesquels plein de costumes se font. Donc, il y a un petit peu moins de travail pour le moment, mais on n'est pas à l'arrêt total. Il y a juste les spectateurs qui sont en arrêt total. Et donc, le métier de costumière, c'est habiller. Vraiment désolée, hein. On a un gros souci de connexion. Pas de Voilà, souci. pardon. Est-ce que ça fonctionne bien là? Alors, est-ce que là, vous nous entendez? Je vous entends, oui. Alors, par contre, la caméra, C'est bon. c'est bon. Voilà, désolée. Hein. Parfait. On vous écoute. C'est du spectacle vivant. Hein. Exactement. Et donc, Alors, oui, notre métier, c'est d'habiller les acteurs. Et quand on parle d'acteurs, c'est toute personne qui acte. Donc, aussi bien des danseurs que des comédiens, des acteurs, des circassiens, des chanteurs d'opéra, des performeurs, toute personne qui monte sur scène, qui fait un spectacle ou qui se retrouve derrière une caméra, à moins de décider d'être nu, est habillée, que ce soit en costume contemporain ou en costume d'époque. Et nous intervenons à tous ces niveaux-là, aussi bien dans la création que dans la réalisation, que dans l'entretien et l'habillage des personnes qui portent ces costumes. Alors, à l'EFP spécifiquement, on ne développe pas la création, mais on développe tout ce qui est réalisation et tout ce qui est entretien des costumes, tant sur la scène que derrière les caméras. Donc, ça représente quand même pas mal de facettes du métier. Et je pense qu'en Belgique, il vaut mieux développer toutes ces facettes du métier.
qu'il n'y a quand même pas énormément de travail. Ça reste un petit pays. Maintenant, on peut travailler à l'international. C'est un métier où on va aussi, on peut voyager, mais on n'est pas obligé. On fait de la tournée. Tous les voyages qui sont en Belgique, tous les spectacles qui sont en Belgique sont amenés assez régulièrement à voyager à l'étranger. Donc ça, c'est des aspects très agréables. On peut aussi préférer travailler en atelier et rester à Bruxelles, à Liège ou que sais-je, près de l'atelier et réaliser des costumes et avoir peut-être une vie plus sédentaire, je ne dirais pas plus tranquille, mais plus sédentaire. Et ce qu'il y a d'assez chouette dans ce métier, c'est qu'en fait, on change d'équipe perpétuellement. Chaque nouveau projet, c'est une nouvelle équipe de travail, c'est un nouvel entourage et il y a très peu de train-train quotidien. Donc, le revers de la médaille, c'est qu'il faut être adaptable. C'est pas le bon terme, mais bien passer au bon terme. On doit être assez flexible, autant sur les horaires que sur les gens avec qui on travaille. Parfois, c'est très sympa, parfois, ça l'est moins, mais 9 fois sur 10, c'est quand même des chouettes équipes où tout le monde met son énergie vers un projet. Et ça, c'est, je pense, très particulier au monde du spectacle et du cinéma. C'est qu'on n'a pas des échéances annuelles ou quoi. On a un gros projet et hop, en 3 mois, toute une équipe va se mettre à fond sur ce projet pour arriver à un résultat. Et puis, hop, ça se termine et on passe au projet suivant. Parfois, on cumule 2 projets en même temps, 3 maximum. Au-delà de ça, je crois qu'on perd pied. Voilà. Et voilà. Je sais pas, Isa. Non, je trouve que tu as bien décrit. C'est vrai qu'on peut aussi, enfin, il y a vraiment la possibilité de travailler dans plein d'univers, que ce soit aussi le spectacle pour enfants, dont tu n'as pas spécialement parlé, et puis aussi bien pour des grands opéras. Donc, c'est vraiment un voyage à chaque fois dans des univers différents, avec des personnalités très différentes. Et parfois, on va être amené à intervenir pour 2 jours et parfois pour 3 mois. À chaque fois, c'est très, très variable. Ça dépend si c'est du cinéma, si c'est du théâtre, si c'est du cirque. Puis apprend aussi à composer avec les budgets, parce que parfois, des jeunes circassiens, c'est pas la monnaie. Enfin voilà, il y a tout un équilibre à trouver. Aussi, être costumé, c'est aussi être artistique et souple dans son… Dites-nous, comme on parle de projet, dites-nous un peu quel est le projet qui vous a fait le plus rêver, que votre meilleur souvenir justement dans ce métier. Oh là là. Bon, moi, j'ai eu la chance de travailler à la Monnaie pendant plusieurs années et au National. Donc, à la Monnaie, c'est vrai que c'est des très, très grosses productions et c'est parfois, je peux utiliser le terme féerique, même si j'aime pas toujours ce terme-là, mais… Et Après aussi, moi, je vois parfois, c'est aussi des projets, mais moi, des choses qui m'ont touchée. Je n'ai pas de spectacles qui me reviennent, mais c'est des histoires d'humanité, des rencontres avec des gens et de créer ensemble et de créer un projet du début à la fin ensemble. Et ça, ce n'est pas tout le temps que ça arrive. Mais en tout cas, moi, je dirais que c'est ça qui m'anime le plus. C'est une rencontre avec des gens et il y a toutes les j'allais dire l'émulsion, mais ça, c'est pour faire de la cuisine. Mais c'est un peu ça quand même, l'émulation. Et c'est des rencontres. Et voilà, après, j'ai quand même… On dit quand même, il faut que la mayonnaise prenne. Il faut que la mayonnaise prenne. Même pour un spectacle, on dit ça. Ouais. Et donc, parfois, il y a des ingrédients et le spectacle ne va pas fonctionner, on ne sait pas pourquoi, et on dit la mayonnaise n'a pas pris. Ouais. Donc ça marche. L'émulsion n'était pas si tordue que ça. Voilà, mais moi, je n'ai pas de nom de spectacle qui me reviennent, mais voilà, je sais. Super, merci. Merci pour le témoignage. Donc voilà, comme je le disais, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Isabelle et Patty se feront un plaisir, évidemment, de vous répondre. Alors, je propose de passer maintenant aux formations, donc d'expliquer un petit peu comment se déroulent les formations à l'EFP. Donc, pour ça, nous sommes en présence de Martine Coquin, donc responsable du pôle Art et Médias. Martine, je te laisse la parole.
Oui, merci Charles. Ce sont deux formations. La pratique en entreprise est obligatoire. Ces deux formations se déroulent sur 3 années. Par contre, au niveau des conditions d'admission, elles sont différentes. Donc, toutes les deux sont accessibles à partir de 18 ans. Donc, ce sont des formations dédicacées à un public adulte. Pour la formation de styliste concepteur de mode, il faut avoir un CESS, soit général, soit technique, soit artistique, ou avoir un CESS dans la section habillement, donc un CESS professionnel. On peut également rentrer, si on a un diplôme chef d'entreprise, soit de l'IFAPME, soit de l'EFP, dans un métier connexe à celui de nos amis stylistes. Si vous n'avez pas de CESS, mais que vous avez une pratique en entreprise via des contrats de minimum 3 années, vous pouvez la valoriser si vous avez également un diplôme du second degré ou un CQ6 ou une 6e professionnelle dans un autre domaine, un certificat d'apprentissage, etc. Et sinon, le plus simple est peut-être encore de passer l'examen d'accès aux formations CESS. Alors, au niveau de la certification, si on réussit tous ces cours professionnels et ces cours de gestion, on a donc un diplôme chef d'entreprise avec un certificat de gestion. Donc, au niveau de l'inscription dans la section de stylisme, il y a une inscription effectivement dans la classe de cours professionnels, mais également dans une classe de cours de gestion, tandis que chez les régisseurs techniciens de costumes de spectacle, on appelle ça une gestion intégrée, qu'ils ont d'ailleurs avec les régisseurs techniciens de spectacle tout court. Et donc, dans le cas des costumes de spectacle, effectivement, la gestion est vraiment complètement orientée métier, tandis que chez les stylistes, c'est une gestion de base. Alors, au niveau des horaires, dans la classe de stylisme, en première année, les cours se déroulent les lundis matins et les mardis en journée pour les cours professionnels. Quant aux cours de gestion, ils se déroulent sur le mardi après-midi. Alors, pour les régisseurs techniciens de costumes de spectacle, c'est donc toujours une formation sur 3 années. Les conditions d'admission, elles, sont à partir du second degré général, technique ou artistique ou 6e professionnel. Un certificat d'apprentissage est également OK, tout comme un examen d'admission sanctionné d'une réussite est également possible. Donc, les diplômes et certifications, c'est également un diplôme chef d'entreprise et une gestion de base. Et dans les deux métiers, il faut avoir fait également sa pratique en entreprise pour obtenir son diplôme. Merci Martine pour toutes ces explications. Avec plaisir. Alors, ben voilà, comme on le disait au début, donc l'EFP fait de l'alternance et Martine nous l'a rappelé. Pour ces 2 formations, le stage est obligatoire. Donc, je propose qu'on passe évidemment à la pratique en entreprise, qui est un volet relativement important. Pour ça, nous sommes en présence de Najima Alabdaoui, qui est donc déléguée à la tutelle du SFPME. Najima, je te laisse la parole. Oui, bonsoir à tous. Donc, excusez-moi. Donc, la convention de stage, donc toutes les personnes qui rentrent dans notre système, on l'a dit, le stage est obligatoire, donc la personne devra trouver elle-même une place en entreprise avec l'aide évidemment du délégué à la tutelle. Donc, la convention de stage, c'est quoi? C'est un contrat de formation à durée déterminée qui est conclu entre le stagiaire et l'entreprise formatrice par l'intermédiaire du délégué à la tutelle. Et donc, cette convention, elle va organiser le rythme de travail, elle va organiser aussi les modalités de la formation, elle implique des droits et des obligations de part et d'autre. Et donc, en général, la convention de stage, elle est établie pour la durée de la formation, c'est-à-dire que si vous rentrez ici maintenant le 15 septembre 2021 en formation, vous trouvez un stage au mois d'octobre, eh bien, votre convention de stage va aller, puisque votre formation est de 3 ans, jusqu'en 2024. Donc, au 30 septembre 2024, ça sera la date de fin qui sera indiquée sur votre convention de stage. Alors, ce sont des stages qui sont rémunérés. Donc, la rémunération, elle varie en fonction de l'année de formation. On commence plus ou moins à 464 € pour terminer à 928 €. Ces barèmes sont bien entendu indexés chaque année en fonction de l'indice, voilà.
Et donc, excusez-moi, je perds un petit peu ma voix. Pas de souci. Et donc, c'est vraiment le stage en entreprise, il constitue vraiment un moyen d'insertion professionnelle. Ça vous donne la capacité, la possibilité en tout cas de vous épanouir, de vous investir et d'avoir une compétence professionnelle que vous pouvez mettre évidemment sur votre CV quand vous avez terminé votre formation et mettre ça en avant. Ça prendra toujours beaucoup plus de poids. Quelqu'un qui a fait 1, 2, 3 années de stage, une personne qui a fait peut-être 15 jours ou 3 semaines de stage, d'observation. On est tout à fait dans un système différent que de l'enseignement traditionnel. Donc, la convention de stage est un peu à voir un petit peu comme un contrat de travail. Donc, vous n'avez pas tous les avantages, mais vous n'avez pas non plus tous les inconvénients. Donc, vous conservez malgré tout, donc j'ai parlé d'une rémunération, j'ai parlé du droit à un pécule de vacances, à des congés payés. Donc, vous avez droit plus ou moins à 20 jours de congés par année de formation. Et pour les personnes qui sont qui ont moins de 25 ans, ils peuvent bénéficier encore des allocations familiales sur certaines conditions en fonction du stage. Mais ici, comme il est obligatoire, en principe, les jeunes le conservent. Et donc, le rôle du délégué à tutelle, eh bien, il va vous accompagner. D'abord, il va vous permettre, il va vous remettre tous les documents utiles pour votre recherche de stage. Il va vous donner des adresses de lieux de stage. Souvent, c'est des patrons qui nous contactent. On a une base de données, donc il y a des métiers pour lesquels c'est plus facile, d'autres métiers un peu moins. Et donc, c'est vraiment votre travail. C'est vous qui allez prospecter, donc avec notre appui, mais vous allez vous-même prospecter, de trouver des entreprises qui vont vous engager. Et donc, le délégué fera le lien entre l'entreprise et votre travail votre travail avec l'employeur, mais également par rapport à votre suivi au centre de cours, vos présences. Et voilà, on travaille de manière très étroite en collaboration avec l'EFP. Donc voilà, si je laisse les questions pour la fin, moi j'ai terminé ma présentation. Merci Najima. Je t'en prie. Voilà, donc sans transition, Najima nous a déjà dit, c'est l'heure des questions-réponses. Voilà, je ne sais pas si Gaylor a… Je pense que Isabelle Hérault et Patty Guerix voudraient juste je vois qu'elles font signe, intervenir. Vous pouvez activer votre micro, c'est en bas à gauche. Ah oui, voilà, on voulait intervenir. Merci Najima pour la présentation, mais juste dans le milieu du spectacle, des stages qui durent 3 ans, c'est la cerise sur la cerise sur la cerise sur la cerise sur le gâteau. Donc moi, je pense que c'est important aussi d'informer les gens qui ont envie de s'intéresser, qu'ils ne soient pas effrayés, parce que c'est vraiment difficile de trouver des stages de longue durée. C'est souvent 15 jours, une semaine. Dans le meilleur des cas, 1 mois, 3 mois, ça c'est vraiment exceptionnel. Donc voilà, en tout cas, voilà, c'est aussi possible d'avoir des conventions de stage, Najima, je ne me trompe pas. Bien sûr, oui. Voilà. Disons qu'ici, je fais une présentation de manière générale par la convention de stage, puisqu'on parle toujours de la durée de la formation, bien entendu. Effectivement, donc moi, je prends un peu le relais d'intérimaire, pour remplacer Madame Tondeur, donc quelqu'un prendra le relais après. Et donc, effectivement, je viens de signer, j'ai reçu une demande de contrat qui, effectivement, va durer 3 semaines. Et donc, bien entendu, c'est tout à fait possible. Hein. Moi, je parle de manière générale, mais généralement, dans ce milieu, vous l'avez très bien expliqué, vous le connaissez beaucoup mieux que moi. Effectivement, c'est signé pour la durée de ce qui est attendu. Donc, voilà, la durée est variable. Et donc, on est très ouvert par rapport à ça. Hein. Donc, réglementairement, on parle de la durée de la formation. Mais en tout cas, Mme Pondeur procédait comme ça. On est très, très ouvert sur la flexibilité, sur la durée de la formation et sur le temps. Donc, ça peut être très court comme ça peut être très long. Très bien. Merci Isabelle et à Patty pour la précision. Oui, merci beaucoup. C'est à l'image des contrats que nous vivons. Nous vivons des contrats courts, moyens, rarement très longs. Donc, vous le disiez, c'est comme un contrat de travail. Dans le spectacle, les contrats de travail sont généralement courts. Bien sûr. On appelle des intermittents. Bien sûr, oui. Entre guillemets, bien sûr. Merci. Donc,
On pensera à vous appeler alors pour l'atelier du métier Horeca la prochaine fois aussi, Isabelle et Paty. Merci. Voilà, donc, excuse-moi Charles, mais nous serons ensemble alors pour l'Horeca, ça c'est mon domaine. Voilà, merci. Gaylor, je t'en prie, si tu as trouvé, décelé des questions auxquelles vous n'avez pas su répondre ou qui méritent d'être mises en avant. Alors, il y a au final très peu de questions. Visiblement, tout le monde a été d'une efficacité redoutable. Alors, je ne sais pas si on a fait peur aux gens, j'espère que non. Je pense que l'ambiance est plutôt conviviale. Il y avait une petite question par rapport notamment au stylisme, plutôt sur une nuance. Donc, est-ce que c'est plutôt une formation styliste-modéliste ou juste styliste? Peut-être je réponds. Oui, vas-y, Edith, sans problème. Ben forcément, effectivement, puisque je suis là, c'est qu'il y a une formation styliste-modéliste, puisque c'est ma spécialité, le modélisme. Et effectivement, il y a tout le travail de création avec Christelle, et Isabelle et Samuel. Et puis, ils passent avec moi à tout ce qui est donc support de collection et donc atelier technique au niveau du patronage. Voilà. Merci Edith. Alors, au niveau des costumes de spectacle, cette fois-ci, on a eu une question concernant les stages. Est-ce que le SFP possède une liste d'endroits où on pourrait effectuer un stage? Je réponds? Oui. Donc, il n'y a pas de liste parce que chaque année, il y a des spectacles différents. Après, c'est vrai qu'il y a des maisons comme la Monnaie, le National, le Varia qui restent fixes. Mais à chaque année, il y a des créations différentes dans tous les domaines. Donc, on n'a pas de liste. On peut avoir une liste des costumières ou costumiers, mais voilà, ça varie tout le temps. Et ça fait aussi, c'est un exercice qui fait partie du métier, d'aller à la rencontre, de chercher, d'aller voir des spectacles, de faire des connexions. Oui, ce qui est voilà, un petit peu difficile pour le moment. Normalement, on propose aux élèves d'aller voir un spectacle et puis de demander à rencontrer les costumiers, costumières. D'aller à la rencontre. Voilà. Et effectivement, pour le moment, tout ce qui est possible de faire, peut-être, c'est de regarder les programmes de saison et de regarder qui sont costumiers, costumières et essayer de les retrouver sur le net, d'envoyer des mails, d'envoyer des CV. Mais c'est difficile de rencontrer les gens en présentiel en ce moment. Voilà, merci. Là, peut-être plutôt un petit point pour Martine, puisqu'en fait, tu as parlé des horaires pour la session de stylisme. Je ne pense pas que tu as abordé la question des horaires pour nos amies costumières. Peut-être que ça peut intéresser du monde. Ok, donc en règle générale, si on reprend l'horaire sur toute l'année, c'est une moyenne de 12 heures d'heures de cours par semaine. Alors les cours peuvent se dérouler sur les lundis et vendredis en après-midi et ou soirée, ainsi que le samedi en journée. Donc vous pouvez avoir un horaire qui peut être très variable, une semaine avec 16 heures de cours, une autre semaine avec 8 heures, la semaine suivante avec 4 heures de cours. Mais vous avez bien entendu un horaire à votre disposition dès le début de l'année quand vous vous inscrivez. Il peut y avoir quelques modifications puisqu'effectivement, nous avons la chance de collaborer et c'est notre grand point fort dans notre système d'être avec des formateurs qui sont des professionnels dans leur métier. Effectivement, c'est un métier où il peut y avoir des modifications parce que voilà, il y a une opportunité qui se présente ou au contraire, malheureusement, un contrat qui s'annule. Et donc, il peut y avoir des modifications, mais en règle générale, nous assurons un suivi main dans la main avec nos formateurs. Merci Martine. Autre question plus administrative. Est-ce qu'il y a des prérequis avant de débuter les formations? Ces deux formations sont des formations de base. Donc, on ne demande pas de savoir dessiner, on ne demande pas de savoir coudre, etc. Tant mieux si la personne vient déjà avec un baluchon d'expérience, etc. Elle est la bienvenue, mais c'est une formation de base. Donc, pas de panique, on revoit tout et on voit tout depuis le départ et il y a tout un parcours qui se fait comme ça pour devenir professionnel. Voilà. Et décidément, Martine, on te met à contribution ce soir. Là, une question plus pointue. D'une part, quand est-ce que les formations débutent? Et Mi-septembre. voilà. Et
qu'est-ce qui fait que les conditions d'admission sont différentes entre les deux formations proposées? Très honnêtement, je pense que là, c'est au niveau du cadre pédagogique, donc le référentiel de la formation. Je pense que historiquement, dès le départ, au niveau des stylistes, c'était le CESS qui était demandé, alors que c'est la 4e générale technique ou professionnel ou artistique qui est demandé chez les costumières, qui est un métier qui a été construit plus récemment. Donc, et où c'est effectivement les conditions générales qui sont du coup d'application. Merci. Mais voilà, je n'ai pas plus d'explications que ça. Donc, et alors, une question relative à l'emploi. Est-ce que généralement vos étudiants combinent la formation, cours et stage avec un emploi à mi-temps ou faut-il être disponible à temps plein pour cette formation? Là, notamment, la personne était intéressée par le stylisme. Tous les ans, nous avons des personnes qui combinent et métier, et formation, et stage. C'est un sacré challenge de pouvoir effectivement combiner le tout. Ce sont 2 formations où, je vais être très très honnête, il faut pas mal bosser en plus des cours. Il y a du travail à faire à domicile. Je pense que nos formatrices en présence pourront confirmer cela. Patty, Isabelle, il y a du boulot à combiner en plus des cours, si je ne m'abuse. Christelle et Edith, pour les stylistes, vous confirmez également de votre côté? Oui, je le confirme. C'est parfois… oui, je sais apparemment, d'après mes étudiantes, moi je n'ai que les 2e années, apparemment la 2e année est apparemment assez costaud par rapport au travail à fournir. Et c'est nécessaire de travailler à domicile aussi, d'une séance à l'autre, pour d'avancer son travail chez soi. En n'utilisant que les heures d'atelier, on n'obtient pas, on n'arrive pas au bout de ses travaux. Il faut vraiment venir à l'atelier en ayant avancé. Mais ce sont des métiers qui sont extrêmement exigeants au niveau des compétences à acquérir, que ce soit l'un ou l'autre. Vous avez les compétences techniques, vous avez les compétences artistiques, vous avez la culture générale, etc. On a la chance d'offrir vraiment un programme très, très complet par rapport à ces 2 formations, en alliant effectivement l'alternance et ce genre de choses-là. Donc effectivement, c'est exigeant comme programme, c'est exigeant aussi bien lors des cours que lors du travail à domicile. Et pour revenir, nous, on a eu certaines auditrices, il y a plus d'auditrices que d'auditeurs, qui ont combiné mi-temps et cours. Donc voilà, donc en sachant que la première année, il y a pas mal de choses à faire et ça augmente avec les années. Donc voilà, après tout ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui arrivent et pour des personnes pour qui c'est plus difficile. Voilà. Cette année, on a même une maman à mi-temps avec des enfants, qui est en 2e maintenant. J'admire parce que c'est vraiment beaucoup d'organisation. Mais c'est possible, voilà. Moi, je rajouterais que ce sont des métiers de passion et que si la passion ne les habite pas, ben, ils n'y arriveront pas. Et si ça les habite, eh bien, ils finiront par réussir et terminer leurs 3 années, quelle que soit leur situation, mais ça sera difficile. Alors, une question qui vient tout juste de tomber. Combien d'heures de stage sont demandées, notamment en stylisme, par année scolaire? On ne demande pas par année scolaire, c'est pas comme ça que cela fonctionne. On va regrouper sur les 3 années, que ce soit pour les stylistes ou pour les costumes de spectacle, c'est minimum 500 heures de pratique en entreprise. Donc que ce soit via le stage rémunéré, via des contrats de travail, via un stage non rémunéré, il y a également cette possibilité-là qui s'offre à nos apprenants. Merci Martine. Pour l'instant, nous sommes arrivés au bout des questions. Eh bien, merci Gaylor de les avoir relayés. J'en profite pour vous faire passer un petit sondage que j'avais oublié de faire passer dans les précédents. Donc, aujourd'hui, j'ai promis que je ne faillerai pas à ma tâche. Vous pouvez donc y répondre
C'est trois ou quatre petites questions, c'est assez rapide. Et c'est l'occasion aussi pour moi de vous rappeler que les inscriptions, eh bien, ça arrive. Ça arrive quand? À partir du 10 mai. Donc, à partir du 10 mai, sur le site de l'EFP.be, vous aurez un onglet inscription qui sera à votre disposition, dans lequel vous pourrez remplir un formulaire pour vous inscrire. Par la suite, notre cher pôle Arts et Médias reprendra contact avec vous pour clore évidemment l'inscription. Donc voilà, rendez-vous à partir du 10 mai. Alors, si vous avez encore des questions, j'ai vu que Gaylor avait un petit peu anticipé en début de séance, vous pouvez les poser via l'adresse mail du pôle artmedia@efp.be, si je ne me trompe pas. Et si pas, il y a aussi l'adresse mail générale info@efp.be. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez aussi venir poser vos questions sur les réseaux sociaux s'il faut pour les relayer. Voilà, l'objectif, c'est évidemment d'essayer de vous apporter un maximum de réponses. L'heure pour moi de remercier évidemment tous nos intervenants, Edith, Christelle, Isabelle, Patty, Gaylor aussi, Najima et Martine, pour avoir répondu à toutes les questions de nos internautes. Je vois que finalement, il y a eu pas mal de satisfaction au sein de cet atelier. Je vous partage les résultats. Donc voilà, merci à tous d'avoir participé à cet atelier. Vous pourrez le revisionner si vous le souhaitez en replay sur le site itour.efp.be ou bien sur notre chaîne YouTube. Et je vous souhaite alors une bonne soirée. L'e-Tour des métiers pour le pôle Arts et Médias, c'est fini. On se voit soit le 10 mai, bon, on ne se verra peut-être pas, mais sur notre site internet. Et on espère évidemment vous voir en septembre pour le début de l'année prochaine. Merci à tous et bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Au Au revoir. revoir, merci.